17 septembre 1883, territoire du Colorado. À Leadville, alors que l'hiver commençait à descendre des montagnes rocheuses, les hommes pensaient aux hauteurs, greniers plus élevés, toits en pente, des entrepôts construits sur des fondations épaisses. La taille était synonyme de pouvoir, la taille était synonyme de préparation, la taille, c'était de l'argent. Eleanor Whitmore a fait le contraire. Alors que les premières gelées touchaient les sommets surplombant la vallée de la rivière Arkansas, elle marchait seule le long de la rive rocailleuse avec 2 sacs de maïs vides, un lourd marteau à fendre le bois et $8 en pièces froides dans la poche de son manteau. Sans cheval, sans abri, elle a été mise à la porte le matin même par son propre beau-frère. Elle ne survivra pas jusqu'en novembre. C'est ce qu'ils ont dit. L'almanach prévoyait l'hiver le plus rigoureux de la décennie. Des températures inférieures à 20 degrés avant Thanksgiving. Et Eleanor courbait des arbres verts contre le flanc de la colline, construisant quelque chose de bien trop bas, ridiculement bas, pour survivre aux premières neiges. Ce que personne là-bas n'a compris était simple. Elle n'essayait pas de vaincre l'hiver. Elle essayait de ne pas se laisser écraser par lui. Et ça a tout changé. Leadville n'était pas encore une ville en 1883. C'était promis. Promesse d'argent. Fortune rapide. Des hommes qui croyaient que les lignes droites étaient plus fortes que le vent. Eleanor ne croyait pas aux lignes droites. Il avait 43 ans. 2 semaines auparavant, elle avait enterré son mari dans une terre trop peu profonde et durcie par un gel précoce. Auparavant, il avait perdu 2 enfants en traversant l'Atlantique des années plus tôt. Il parlait anglais avec un fort accent britannique. Il n'a pas protesté. Il ne s'est pas plaint. Je travaillais. Lorsque Thomas Whitmore lui donna jusqu'au coucher du soleil pour quitter la cabane, elle ne supplia pas. Il a attrapé ce qu'il pouvait porter dans ses bras. $8, pas d'héritage, pas de terre. Dans le territoire du Colorado, les veuves sans bien étaient invisibles. Ils ne l'ont pas dit à voix haute. Mais ils réfléchissaient. Elle aurait pu accepter le grenier de l'église. Elle aurait pu demander un emploi de femme de ménage. Il aurait pu parcourir 65 kilomètres vers le sud jusqu'à Buena Vista. Mais il y avait une chose qu'elle savait. Le problème n'était pas le manque de logement. Le problème venait du bois de chauffage sec. 4 cordes. C'était le strict minimum pour survivre à un hiver en solitaire là-bas. Le bois de chauffage humide ne procure pas de chaleur. Il produit de la fumée. La fumée dans les espaces clos peut vous tuer pendant votre sommeil. Elle l'avait déjà vu. C'est pourquoi il a ignoré les regards insistants lorsqu'il a commencé à chercher un versant précis, un versant exposé au nord, suffisamment escarpé pour que la neige glisse et ne s'accumule pas. Elle ne cherchait pas l'approbation. Je cherchais un terrain. Pour les habitants de la ville, elle apparaissait comme une femme sans but précis, mais elle mesurait le vent, la pente et le drainage. Et lorsqu'il découvrit une formation rocheuse semi-circulaire, vestige d'un ancien glissement de terrain, il s'arrêta. C'était court. Il était voûté. C'était affreux. C'était parfait. Cela a commencé à midi. 4 ouvriers de la scierie locale l'observaient à distance. Elle sentait leur regard peser sur ses épaules. Il n'y avait pas de clôture. Il n'y avait pas de mur. Un simple rocher courbé contre la colline, comme un demi-tonneau enfoui. Elle descendit jusqu'au lit de la rivière. De jeunes peupliers et de fins saules y poussaient, aucun ne dépassant 10 cm de diamètre. Bois vert, souple. Il coupa 13 poteaux, chacun mesurant un peu plus de 4 mètres de long. Le premier piquet fut enfoncé dans le sol humide, sur près d'un demi-mètre. De l'autre côté, il a fait la même chose. Le saule se courba. La courbe s'est formée lentement, docilement, une arche suspendue. Il l'a répété, 13 fois. Samuel Callahan est arrivé vers 3 heures de l'après-midi. Ingénieur des mines. Pragmatique. Direct. Cette chose ne peut pas supporter le poids de la neige. Elle n'a pas arrêté. Vous n'en aurez pas besoin. Il a noté la hauteur de la structure. Dépôt insuffisant. Trop haut pour un trou. Tu vas habiter là-bas? Non. C'est pour le bois de chauffage. Il laissa échapper un petit rire. Le bois vert ne protégera pas le Colorado. Elle leva les yeux vers le flanc de la colline. La neige va la recouvrir. Il resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il est parti. À la tombée de la nuit, le squelette était prêt. Des arches espacées de 40 cm. Un tunnel bas menant à la colline. Puis vint la partie qui semblait folle. Elle a commencé à tresser. De fines branches, de la taille de crayon environ, passent au-dessus et en dessous des nervures vertes. Comme un panier, comme les fours à charbon de son père en Angleterre. Chaque tige était tirée fermement avant la suivante. Le vent commença à faiblir à l'intérieur. Le filet se refermait. On dirait un terrier de rats,
a crié quelqu'un depuis la route. Elle a poursuivi, jusqu'à ce que l'ouverture disparaisse presque complètement. Et il manquait encore quelque chose qui nous empêcherait vraiment d'affronter l'hiver. Argile. Et si l'argile se fissurait en gelant, tout serait perdu. Le lendemain matin, le gel a brûlé les dernières fleurs de la vallée. Eleanor remonta le courant, jusqu'à trouver un sol argileux ferme. Il l'a testé avec ses mains. Elle a conservé sa forme. J'avais besoin de fibres. L'herbe s'est desséchée. Il ramassait le fumier de cheval à l'écurie. C'était gratuit, à condition qu'il le transporte. Il a mélangé de l'argile, de l'herbe et du fumier, avec de l'eau de rivière. Forte odeur. Elle s'en fichait. Il l'a appliqué à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du treillis tressé, couche après couche. Des plaies ouvertes se sont formées sur ses doigts. Ils se sont desséchés. Ils ont rouvert. Le 4e jour, le révérend Isaac Bennett fit son apparition. L'Église peut proposer du travail en échange d'une chambre au sous-sol. Combien d'heures? Demanda-t-elle. 30 par semaine. Et la chambre? Petit, mais chaleureux. Elle s'essuya les mains debout. Merci. Mais non. Il observa la structure recouverte d'argile. C'est honteux. Elle soutint son regard. C'est juste pour le bois de chauffage. Il fronça les sourcils. L'orgueil ne tient pas chaud. Elle remonta l'échelle de fortune. Ce n'est pas du gaspillage non plus. 6 jours plus tard, le seau était prêt. 3 pouces de mur massif. Le toit avait disparu. Pas d'argent pour le métal. Pas de planche. Elle escalada la pente et arracha d'épaisses plaques d'écorce de pin, ponderosa. 79 pièces. Empilées comme des tuiles de toit, fixées avec des chevilles en osier, assez bas pour que la neige glisse, assez haut pour y ranger le bois. Cela paraissait encore fragile. Jusqu'au premier test, 3 octobre. Pluie verglaçante, 30 heures consécutives. Un vent violent descend des montagnes. Le niveau de la rivière a monté. Elle regardait l'eau ruisseler le long de la colline, passer au-dessus de l'abri, tombant sur les côtés, sans infiltration. Quand la pluie cessa, il ouvrit la porte de fortune. Il entra. Il prit un morceau au milieu du tas. Sec, pas de moisissure, inodore. Samuel Callahan revint ce jour-là. Il passa la main le long du mur. Ce n'est pas fragile. Non. Combien ça a coûté? 6,80 $. Il resta silencieux. J'ai payé 40 pour mon abri de jardin. Elle a simplement continué à creuser son propre abri 6 mètres plus à l'est. Le lendemain, 2 mineurs se présentèrent et demandèrent comment cintrer du bois de saule sans le casser. Et quelque chose commença à changer. Le bois de chauffage commença à s'accumuler. Des pins droits sur les pentes. Ils travaillaient de l'aube au crépuscule. Première erreur. Vouloir gagner en volume trop rapidement. Correction. Rythme régulier. Frappe précise. Les mains couvertes de sang, avant la fin de la semaine. Il l'a enveloppé de linge. Il a continué. Empilé avec une large base, une légère inclinaison et un espace permettant la circulation de l'air. Il ne s'agissait pas seulement de le stocker. C'était un plan pour l'incendier. Au bout de 10 jours, presque 4 cordes. Il en restait encore la moitié. Et le froid arrivait déjà avant le coucher du soleil. Puis vint la véritable erreur. Le trou où il habiterait, à 6 mètres de l'entrepôt, était encore peu profond. Elle creusait seule. L'après-midi du 9 octobre, il décida de creuser encore un pied plus profondément avant la tombée de la nuit. Le sol semblait ferme. Ce n'était pas le cas. La ligne de touche a cédé. Ce n'était pas total. C'était partiel. De la terre humide lui tomba sur l'épaule et la hanche, l'emprisonnant jusqu'à la taille. L'air a quitté ma poitrine. Silence. Si l'autre côté cédait, il se refermerait sur vous par le haut. Il n'y avait personne. Le niveau de la rivière était trop bas pour couvrir les cris, mais trop loin pour que quiconque puisse l'entendre. Elle a cessé de se débattre. Il respirait superficiellement. Il se souvenait des paroles de son père. La terre meuble retombe 2 fois. Et à cet instant précis, tout l'hiver sembla retenir son souffle, en attente de la prochaine décision. Le premier fut le choc. Ensuite, l'ajustement. Eleanor utilisa son bras libre pour se dégager latéralement. Elle poussa avec son avant-bras, non avec sa main. Un mouvement court et contrôlé. Elle enleva suffisamment de terre pour pouvoir plier le genou. Cela a pris 20 minutes. Ou 40. Il n'y avait pas d'horloge. Lorsqu'il parvint à se libérer, il ne chercha pas à continuer. Il a temporairement recouvert le trou. Il s'assit à flanc de colline. J'avais mal à l'épaule. S'il s'était cassé à cet endroit, 8 $ ne suffiraient pas à acheter de l'aide. Ce soir-là, il n'a pas travaillé. Première fois depuis son expulsion. Le lendemain, il renforça les parois de la cabane avec des rondins horizontaux avant de creuser plus profondément. Erreur. Correction. La preuve ultime.
Au milieu de la 2e semaine d'octobre, la 4e corde fut finalement empilée jusqu'au plafond de l'abri incurvé. Elle entra. Il referma le couvercle. L'espace était petit, presque suffocant. Mais le bois était sec. L'hiver n'était plus une sentence immédiate. C'était une négociation, et il arrivait trop vite. 12 novembre 1883. La température est descendue à 8 degrés, en dessous de zéro pendant la nuit. 6 pouces de neige, puis 8 autres, puis 12. Le vent descendait des montagnes rocheuses comme une lame. 60 miles par heure. Les clôtures ont disparu. La route principale de Leadville était impraticable pendant 3 jours. C'était ce climat qui était à l'origine du problème. La cabane d'Eleanor maintenait une température interne de 48 degrés uniquement grâce à la masse de la terre. Pas d'incendie. À peine seule. Lorsqu'elle avait besoin de cuisiner, elle alimentait le petit poêle à 3 pieds avec du bois provenant de l'abri. La combustion a été propre. Aucune accumulation de fumée. 2e cycle. Tentative. Miser sur une ventilation minimale. Petite victoire. Un feu régulier. Erreur invisible. Condensation au plafond de l'abri. Correction. Petite ouverture latérale protégée par un dispositif de remorquage. Le test ultime. Conserver la chaleur sans empoisonner l'air lui-même. C'est durant ce premier hiver que la ville a dû faire face à un autre risque. La famille Lindström est arrivée le 19 novembre. Suédois. Promesse d'une terre illusoire. 3 petits-enfants. Eric crache du sang. Martha, enceinte de 6 mois. Le révérend Bennett les a placés au sous-sol de l'église. Mais il l'a clairement indiqué. Jusqu'à Noël. Alors, chacun pour soi. Ils avaient assez de bois de chauffage pour 2 semaines. Eleanor a eu vent de leur existence grâce à Litchen, qui avait transporté les quelques biens de la famille. Elle se rendit à l'église à la tombée de la nuit. Le sous-sol sentait l'humidité et la résignation. « Combien de cordes as-tu » demanda Martha. « Peut-être la moitié. » Ce n'était pas une question émotionnelle. C'était un calcul. Une demi-corde ne tiendrait pas jusqu'à fin décembre. Cette nuit-là, Eleanor se tenait devant les 4 cordes empilées. Si nous le divisions, nous prendrions un risque. Si elle ne partageait rien, elle savait exactement ce qui arriverait à ses enfants. C'est là que commença le 3e cycle. Tentative. Couper plus de bois même en hiver. Une petite victoire. Il restait encore un poteau tordu au-dessus de la ligne de vent. Erreur. Sous-estimer la fatigue accumulée. Correction. Ralentissez. Accepter l'aide indirecte. L'épreuve ultime. Maintenir 2 réserves simultanément. Le lendemain, il retourna à l'église. J'ai besoin d'aide pour construire 2 entrepôts avant le printemps. C'était un mensonge. Payé en bois de chauffage. Les enfants ont commencé à empiler du bois tous les après-midi. L'état d'Eric ne s'améliorait pas. Mais le sous-sol commença à se réchauffer progressivement. Eleanor coupait. Les enfants s'organisaient. L'hiver s'installait. Et le bois a brûlé proprement. Janvier est arrivé sans spectacle. Ce n'était pas une tempête. Il y avait silence. Un froid si silencieux que l'air devient trop dense pour bouger. Moins 23 degrés par une matinée en apparence ordinaire. Ce matin-là, Leadville découvrit que la théorie et la pratique étaient 2 choses différentes. La haute grange d'un marchand a perdu une partie de son toit sous le poids de la neige accumulée. Le bois entreposé là avait absorbé l'humidité de la condensation gelée. Maintenant, ça a brûlé gravement. Fumée épaisse. La cheminée est bouchée. Samuel Callahan apparut sur la colline d'Eleanor peu après midi. Pas de chapeau. Aucune ironie n'est voulue. Mon réservoir de stockage est humide. Elle cessa de manier la hache. De la neige s'est-elle accumulée du côté nord. Il hocha la tête. Le vent poussait contre les planches. L'humidité s'infiltra. Elle n'a fait aucun commentaire. Il regarda l'abri incurvé, presque invisible sous la neige qui glissait naturellement le long des parois. J'ai besoin d'entreposer une partie de mon bois ici jusqu'à ce que je répare le toit. Il n'y avait aucune fierté dans sa voix. Une simple nécessité. Eleanor ouvrit la porte en toile de jute. L'intérieur sentait encore le pain sec. Disposez-les sur le côté gauche. Ne les placez pas contre les murs. Il entra, le dos courbé en raison de sa petite taille. Il toucha l'argile. Solide. Il n'y a pas eu de discours. La semaine suivante, d'autres sont arrivés. Un mineur dont le hangar s'était déformé. Un marchand qui avait sous-estimé le vent latéral. La structure qu'on appelait autrefois un « repère de rats » servait désormais à entreposer du bois provenant de 5 familles. Eleanor a réorganisé les piles. Il a créé des conduits de ventilation. Il a séparé les lots en fonction de leur consommation. Aucune instruction longue n'est nécessaire. De simples gestes. Le révérend Bennett est arrivé par un après-midi particulièrement froid. Les réserves de bois de chauffage de l'église diminuaient rapidement.
Madame Whitmore, il hésita. Pourriez-vous nous montrer comment fonctionne votre construction? Elle regarda l'homme qui l'avait traité d'indigne. Ça fonctionne parce que c'est bas. Il attendit. La neige glisse. Le vent souffle au-dessus de nos têtes. L'argile retient l'humidité. Silence. Pouvons-nous apprendre? Elle leur tendit un saule fraîchement coupé. Pliez-le avant qu'il ne sèche. Au printemps suivant, 3 structures similaires sont apparues dans la ville. Courbes basses contre pentes. Tressées. Scellées avec de l'argile. Personne n'a mentionné que le premier avait été construit par une veuve avec $8, mais tout le monde le savait. Pendant ce temps, Eric Lindström s'affaiblissait. Il est décédé le 8 janvier 1884, pas à cause du froid, pas de fumée, mais c'était une maladie qu'il avait apportée avec lui avant même son arrivée. Il est mort dans une cave chauffée au bois que ses enfants avaient aidé à empiler. La ville s'est présentée. Samuel se tenait aux côtés d'Éléonore. Aucun commentaire. Martha a accouché en février. Une fille. Il l'a nommée Éléonore. Elle n'a pas réagi en entendant ce nom. Elle n'a tenu l'enfant que quelques minutes. Puis il l'a rendu. L'hiver s'est terminé en avril. L'abri incurvé est resté intact. Aucune fissure importante. Aucune fuite. La neige a commencé à fondre fin mars. Lorsque la terre réapparut, la structure sembla en avoir surgi, intégrée à la colline. Faible, discret, efficace. Samuel revint un matin d'avril avec 2 hommes et une bobine de ficelle. Nous voulons reproduire cette courbe à l'identique. Elle mesurait 11 pieds d'un pas assuré. Sans règle. Pas de dessin. La nouvelle s'est répandue lentement. Je ne mange pas de ragots. En fait, cet hiver-là a tué des animaux. Il s'est introduit par effraction dans 2 immeubles de grande hauteur. Mais personne n'a été tué faute de bois de chauffage sec dans ce quartier de la ville. En mars 1884, le journal local publia une brève note sur « des structures voûtées en osier et en argile, démontrant une efficacité inhabituelle pour le stockage du bois. » Sans nom. Il n'était pas d'usage de citer des femmes. Éléonore n'a pas cherché à se faire corriger. J'étais trop occupé. Au printemps, il a aidé 7 familles. Il ne pratiquait pas de prix fixe. Parfois je recevais des haricots, parfois du tissu, parfois une promesse. 2e cycle élargi. Tentative. Enseigner à des hommes habitués aux lignes droites. Petite victoire. Premier virage bien négocié. Erreur. Certaines personnes laissent sécher le saule avant de le courber. Correction. Courbe en vert. L'épreuve ultime. Convaincre des gens fiers de faire confiance à quelque chose de vil. La ville a changé sans qu'on s'en rende compte. Des courbes commencèrent à apparaître sur les pentes. Moins imposant. Observation complémentaire. En 1890, le recensement indiquait qu'Eleanor Whitmore possédait des terres d'une valeur de $210. Profession notée. Instructeur de techniques pratiques. 41 familles avaient appris d'elle. Certains l'ont renforcée avec de la pierre. D'autres utilisaient de l'écorce plus épaisse. Mais la logique demeurait. Ne luttez pas contre l'hiver. Laissez égoutter. Le premier abri resta debout jusqu'en 1915, date à laquelle un incendie de forêt ravagea la vallée. Mais à ce moment-là, la technique s'était déjà répandue au Colorado et en Utah. Il reste de vieilles photographies, des structures courbes, presque invisibles sur le sol. Elles ressemblaient à des racines. Des années plus tard, lorsque Thomas, son beau-frère, perdit une partie de son propre dépôt, il alla la voir. Pas de tension. Elle a démontré comment cintrer le bois avant qu'il ne durcisse. Il ne s'est pas excusé, elle ne l'a pas exigé. La ville a appris quelque chose cet hiver-là, mais ne l'a jamais dit à voix haute. Les lignes droites sont rapides, les courbes sont durables, et certaines personnes qui paraissent trop fragiles perçoivent simplement des aspects que les autres ignorent. Le 17 septembre 1883 commença avec $8 et une date limite fixée au coucher du soleil. Cela s'est terminé des décennies plus tard, par des courbes disséminées sur tout le territoire. L'hiver n'a pas été vaincu. Il a simplement trouvé quelqu'un qui l'observait d'assez près. Éléonore n'a rien construit de grandiose. Il a construit quelque chose qui fonctionnait. Faible, courbé, discret. Certains bravent le froid en construisant des murs plus hauts. D'autres apprennent comment tombe la neige. Et quand le monde décide qu'il semble trop fragile pour rester, parfois, ce sont précisément ceux qui se plient en 4, et non ceux qui restent rigides, qui traversent toute la station.